Donc voilà, tout d'abord, on va vous demander de vous présenter votre fonction, qui vous êtes, etc. D'accord. Donc Alexandre Denavaille, je suis le directeur général de Kedge depuis 7 mois, un peu plus de 7 mois maintenant. C'est très récent. Je suis ravi d'avoir rejoint l'école, qui est un projet formidable. Alors, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec un parcours standard de directeur général d'école, puisque j'ai travaillé pendant près de 23 ans dans une entreprise, et la même d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, dans un groupe de location de voitures américain. Donc rien à voir avec le monde académique, rien à voir avec le monde des profs, le monde d'une faculté par exemple. Je pourrais paraître peut-être comme un ovni, mais j'en suis pas. Parce que dans le fond, je crois que pour diriger une école, qui est une organisation, alors certes, c'est pas une société commerciale, mais c'est une organisation, il faut avoir un peu de bon sens, savoir gérer, manager et guider. On va parler de leadership, je crois, aujourd'hui. C'est ça. Et donc, vraiment, c'est une fonction de leadership, c'est pas une fonction de prof ou de doyen. Et j'ai un doyen, d'ailleurs, dans mon équipe, sur lequel je peux compter, et qui, lui, est en responsabilité des affaires académiques, c'est-à-dire de la faculté et des programmes. Pour commencer, en préambule, on va vous demander, selon vous, de nous définir ce qu'est le leadership en quelques mots. En quelques mots, pour moi, le leadership, déjà, c'est pas le management. C'est fondamentalement différent. Et un leader n'est pas un manager. Un manager gère. Manager, c'est gérer, en gros. Et donc, il est capable de gérer le quotidien de son équipe, de gérer le développement et les objectifs de son équipe. Un leader, c'est quelqu'un qui emmène, qui donne une vision, qui doit convaincre. Ça, c'est ça. Son gros challenge, c'est de savoir convaincre finalement son audience, qu'elle soit d'ailleurs interne avec ses équipes ou externe, et qui est capable de porter un projet et de finalement y faire adhérer toutes les parties prenantes pour avancer vers un objectif ou vers une vision commune. Donc le leader, il définit cette vision, il l'emmène avec lui son équipe, et il fait en sorte qu'on navigue à travers les chemins pour aboutir finalement à l'objectif. C'est aussi quelqu'un qui est capable, et je le dis souvent, qui doit savoir faire faire. Donc, pour le coup, un leader, un peu comme un manager d'ailleurs, ne doit pas faire. Le travers dans lequel tombent beaucoup de leaders, c'est de ne pas forcément savoir compter sur ses équipes, de ne pas forcément savoir faire suffisamment confiance à ses équipes, et du coup pallier les manques ou pallier les faiblesses d'une équipe potentiellement. Donc un vrai leader, finalement, il doit savoir s'entourer, recruter quand il le faut des ressources qui sont d'ailleurs souvent meilleures que lui. Et il ne faut pas avoir peur, à mon sens, quand on est leader, d'avoir des personnes qui, dans leur domaine de compétences, sont bien meilleures que soi. Moi, je ne suis pas DRH, et donc j'ai besoin d'un très bon DRH sur les domaines RH. Je ne suis pas directeur financier, je l'ai été, mais je ne le suis plus. Donc j'ai besoin de savoir compter sur une très bonne directrice financière aujourd'hui chez Kedge. Et quand on a ces équipes qui sont meilleures que vous, finalement, d'abord ça vous pousse, mais surtout ça vous permet de savoir compter dessus, et donc je suis déjà en train de peut-être dévier sur les sujets de l'interview, mais ça, en fait, c'est hyper important qu'un leader ne fasse pas. Un leader, il doit faire faire. J'utilise souvent ce terme de faire faire parce qu'à mon avis, il veut dire ce qu'il veut dire. Et donc, il doit encourager ses équipes, il doit les pousser, les motiver, les former s'il le faut, évidemment, les développer et les coacher pour qu'elles fassent ce qu'elles doivent faire. Voilà. Avez-vous un style de leadership bien défini, ou propre à vous, ou alors vous adaptez en fonction de vos collaborateurs? Chaque manager, chaque leader a son style de leadership. Moi, je suis plutôt assez conciliant dès lors que je comprends ce qu'on me raconte. Ouais, donc, il faut vraiment que je comprenne ce qu'on me raconte. Plutôt assez cartésien, donc j'ai besoin aussi qu'on me montre et qu'on me démontre par A plus B la valeur d'un projet, la valeur d'une idée. J'ai souvent besoin de chiffres pour décider, d'ailleurs, par exemple. Même si je suis assez intuitif dans le fond, je confirme toujours mon intuition avant de prendre une décision finale par quelque chose de tangible et de concret.
Je dis que je suis conciliant parce que j'ai plutôt tendance à écouter ce qu'on me dit. Et je crois que c'est important d'ailleurs pour un leader de savoir écouter. Sinon, on rentre vraiment dans le diktat et c'est un peu complexe. Donc j'ai plutôt tendance à écouter ce qu'on me dit, à croire ce qu'on me dit, dès lors qu'on est capable de me le démontrer et que ça sent juste, quoi. En revanche, je ne suis pas... je pense, peut-être un peu prétentieux, mais je prends des décisions. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir trancher. À un moment, savoir dire oui ou non, mais il faut savoir trancher. Il n'y a rien de pire d'ailleurs qu'un leader qui n'est pas capable de prendre une décision et qui laisse tout le monde dans le flou et dans l'expectative. Est-ce que vous avez un exemple, vous, où vous avez rencontré un conflit avec un de vos collaborateurs, où le management ou le leadership n'était pas adapté, ou ça ne s'est pas bien passé? Je crois que c'est absolument fondamental de savoir adapter son style en fonction de la personne à qui on s'adresse. C'est-à-dire que je ne m'adresserai jamais de la même façon à un de mes reports directs dans mon comité de direction et à la personne de l'accueil ou à un prof. Parce que les attentes ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, chez Kedge, c'est sûr que je ne m'adresse pas de la même façon, avec la même empathie, ou je suis sans doute un peu plus directif avec mon comité de direction, avec lequel je suis plus exigeant, parce qu'ils sont en rapport direct avec moi, que je ne pourrais l'être avec un professeur ou une personne à la comptabilité de l'école. De la même façon, dans mes précédentes fonctions, je ne pouvais pas du tout agir et interagir de la même façon avec un préparateur de voitures, dont le rôle était de faire en sorte que nos voitures soient propres et sécurisées, et mon directeur financier. Voilà. Donc oui, on s'adapte de toute façon à toute situation et aux personnes à qui on s'adresse. Ça, c'est absolument évident. Est-ce que ça peut créer des conflits? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut finalement oublier de s'adapter? Je ne crois pas que ça me soit arrivé. Okay. Mais c'est vrai qu'on jongle, c'est tant est qu'on puisse utiliser ce mot-là, qui n'est pas forcément adapté, mais on change d'approche assez souvent, même si le fond doit rester le même, même si le fond doit rester absolument entier. C'est-à-dire qu'Alexandre Denavaille, il doit rester Alexandre Denavaille comme leader de l'école, même s'il adapte son discours. Il ne change pas, il l'adapte en fonction de l'audience. Et encore une fois, mon approche du management, mon approche du leadership, qui est peut-être un peu plus conciliante, assez collaborative, dans l'écoute, avant tout, j'aurai la même approche avec tous. A contrario, pensez-vous avoir déjà participé concrètement à l'épanouissement et à la productivité de vos collaborateurs grâce à votre management? Ça fait partie du rôle de leader. Oui, enfin, des exemples, j'en ai plein. C'est toutes les personnes qui ont été promues ou que j'ai promues et que j'ai poussées à prendre des risques, en qui j'ai fait confiance alors que l'organisation n'avait pas forcément confiance d'ailleurs, que j'ai encouragé finalement à sortir un peu d'elles-mêmes et qui ont progressé et qui ont pris des rôles importants dans l'organisation. C'est toujours une fierté pour un manager. Mais ça fait partie... moi, j'ai toujours dit qu'un bon leader, un bon manager, il doit passer plus de 50% de son temps sur des sujets humains. C'est pas à moi de passer du temps sur les comptes de l'organisation ou sur la chasse de nouveaux clients et de nouveaux prospects. J'ai une directrice financière pour ça et un responsable de la commercialisation pour ça. Mon rôle à moi, c'est d'orchestrer et donc de gérer la ressource principalement. Alors, pas au sens ressources humaines et DRH, mais de m'assurer que l'ensemble de l'organisation finalement aille dans le même sens et la même vision et avance dans le même sens. C'est un chef d'orchestre, un leader. Donc il doit assurer l'harmonie, le rythme et l'harmonie. Voilà. Donc il donne le tempo, il crée le rythme, souvent il faut le suivre. C'est souvent complexe parce que le leader il veut toujours aller plus vite que la musique. Donc il faut trouver le bon tempo. Le chef d'orchestre il trouve le bon tempo. Et puis il doit s'assurer que tout le monde joue en même temps. Voilà, sur la même note et qu'il n'y ait pas de dissonance. Et en fait, ça, c'est ni plus ni moins que de gérer la ressource finalement d'une organisation. Et un bon leader, il va passer beaucoup plus de 50% de son temps à gérer la ressource. Est-ce que vous vous adaptez aussi en fonction de la personnalité de la personne que vous avez en face, de la sensibilité ça, c'est l'intelligence humaine en fait. C'est de l'intelligence de situation et puis c'est de comprendre qui on a en face de soi. C'est ça. Je pense que si on veut créer une connexion avec la personne qu'on a en face de soi, il faut la comprendre et il faut savoir s'adapter à sa façon de voir son environnement et à sa façon d'interagir. Donc évidemment, mais
verrez, c'est la vie finalement de tout individu, professionnellement ou pas d'ailleurs. Dans toutes circonstances, il faut savoir à qui l'on s'adresse et comment on s'adresse à la personne qu'on a en face de soi. Donc oui, absolument, savoir s'adapter à des circonstances même, parce que les circonstances pour la même personne ne peuvent pas être les mêmes entre une réunion qui a bien fonctionné par exemple et une réunion qui a mal fonctionné, un pitch commercial où votre directeur commercial a été bon et vous l'avez accompagné. Eh ben vous ne vous adressez pas à lui, ou en tout cas vous interagissez pas de la même façon que si il a été très mauvais et qu'il faut en même temps que lui faire sentir qu'il n'a pas été bon et donc lui faire comprendre ce qu'il doit améliorer la prochaine fois, qu'être assez incisif, voilà, dans ces circonstances-là. Donc, on s'adapte aux personnes, on s'adapte aux circonstances, on s'adapte à l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différences de management, de leadership que vous avez entre ces deux entreprises? Ouais. D'ailleurs, c'est une société américaine, cotée, où il y a un reporting trimestriel vers la direction, évidemment, donc vers le CEO, puisque lui-même reporte aux actionnaires, via les analystes et au marché, puisque c'est une société cotée. Et donc le rythme, déjà, n'est pas le même. Kedge, le temps est plus long. Le temps est plus inscrit aussi dans la durée des études des étudiants, par exemple. Un étudiant qui rentre chez Kedge en bachelor, il reste 3 ans. En grande école, il reste 3 ans. À l'EBP, il reste 5 ans. Et donc, on a des étudiants qui sont là avec nous pendant 5 ans et qu'on accompagne pendant 5 ans. C'est très différent du client Hertz qui arrive à un comptoir, qui prend des clés, qui loue sa voiture 3 jours et qui revient et qui redonne sa clé. Donc, le rythme n'est pas le même. Alors, ça ne veut pas dire que l'intensité n'est pas la même. Ou elle est différente, mais le métier dans l'enseignement supérieur est très intense aussi. Mais le rythme n'est pas le même. C'est-à-dire que je passais d'un rythme très quotidien, très transactionnel. Moi, j'avais par exemple des statistiques sur mon volume d'activité, mon volume d'actifs, les véhicules, tous les jours, quasiment toutes les heures. Et on est sans arrêt rivé sur ces résultats. C'est moins dans l'urgence. Et là, on est moins dans l'urgence, on est plus dans une dynamique de projet d'ailleurs, et de développement. Est-il difficile de remettre en question sa manière de manager une équipe ou une personne, plus précisément est-ce qu'aujourd'hui, votre manière de manager a changé depuis votre début de carrière à aujourd'hui? Ouais, évidemment, d'abord parce qu'on apprend. Et vous le verrez, on apprend tout au long de son parcours professionnel. Ensuite, on fait des erreurs. Et quand on fait des erreurs, il ne faut pas les refaire, il ne faut pas les répéter. Et ça c'est particulièrement vrai en management, quand on fait des erreurs de management, de jugement, d'approche et de façon de traiter des sujets humains en particulier. On ne les répète pas si on pense que ça a été une erreur. Donc je ne peux pas dire que je manage de la même façon aujourd'hui que je ne manageais à l'époque. Et puis aussi, parce que je ne gère pas la même chose. C'est-à-dire que au début de ma carrière, j'étais seul, j'étais un expert, je n'avais pas de management. Et puis au fur et à mesure du temps, on vous confie des petites équipes. Donc j'ai eu une équipe de 3, une équipe de 10, et puis qui grossit, 30, etc. Et puis quand j'étais président de Hertz France, j'avais 1300 collaborateurs. Aujourd'hui, j'en ai 650, qui sont très différents. Aujourd'hui, dans les 650 collaborateurs de Kedge, par exemple, on n'a pas loin de 200 professeurs. Des professeurs, ce n'est pas la même chose qu'un cadre supérieur dans une entreprise. Donc, je ne peux pas m'adresser de la même façon à ces professeurs. Et donc, je suis obligé de... Je ne change pas mon style de management fondamentalement. Encore une fois, on revient sur l'adaptabilité tout à l'heure et l'agilité. Voilà, ça a certainement un impact. Et puis, on mûrit. Et puis, je pense qu'avec l'âge, on se développe aussi... on développe des qualités humaines qui ne sont pas les mêmes que quand on a 20 ans. Voilà, à 45 ans, je ne suis pas le même que celui que j'étais à 25 ans, et dans 10 ans, je ne serai pas le même que je suis aujourd'hui. Donc, tout ça évolue, et il faut savoir l'accepter. Il faut savoir se dire qu'on est très malléable aussi, et que finalement, voilà, on change d'une année sur l'autre, et on change d'un poste sur l'autre et d'une responsabilité sur l'autre, c'est sûr. Et comment vous décriveriez, vous étiez plus, avant vous étiez plus directif, et avec l'âge... Ouais, j'ai été plus... je pense que je suis plus conciliant aujourd'hui que je n'ai pu l'être. J'ai été plus incisif, plus direct, plus
tranchant, certainement. Alors, ça dépend des postes aussi. J'ai été plus tranchant dans des postes, j'ai été directeur financier, où voilà, le rôle d'un directeur financier, c'est d'assurer qu'on a le bon équilibre économique dans l'organisation et puis de dégager des profits en particulier. Et j'ai été directeur financier dans des périodes compliquées. J'ai beaucoup travaillé sur des sujets de gestion et d'optimisation de coûts, en particulier après la crise de 2008, par exemple. Quand j'ai récupéré la France en 2015 chez Hertz, ce n'était pas une filiale qui allait très bien. Et donc, il a fallu rechercher la croissance et optimiser les coûts. Et donc, j'ai pu être assez tranchant, assez, et assez sûr de moi, d'ailleurs, un peu bizarrement, à certaines périodes, que je ne le suis certainement aujourd'hui. Aujourd'hui, je découvre un monde que je ne connaissais pas. Donc, je ne peux rien prétendre par rapport à ceux qui m'entourent et ceux qui constituent mon équipe, par exemple, pour le sujet de l'enseignement supérieur. Et puis, je pense qu'un DG doit savoir embarquer ensemble ses équipes. Et donc, ne pas cliver. Il n'y a rien de pire qu'un DG clivant et qui désorganise. Et donc, je ne peux pas avoir le même style de management en tant que DG aujourd'hui que je ne l'avais quand j'étais directeur financier de l'Europe du Nord, par exemple. Ça ne peut pas être la même chose. Comment vous vous êtes adapté, si votre management a été adapté en fonction par rapport à ces crises-là? En fait, je crois que quand on rentre dans une période de crise, il faut beaucoup communiquer, voire surcommuniquer. Il ne faut pas avoir peur d'en dire presque trop, parce que vous avez vos équipes, vos clients, votre équipe directe, qui a besoin de savoir que vous êtes finalement aux commandes. Je dis souvent aussi à des managers et à des leaders, attention, on vous regarde en permanence. Voilà. Moi, je sais que tout le monde, à un moment ou à un autre dans sa journée, me regarde et se pose la question sur est-ce qu'il a la bonne approche ou pas la bonne approche. Donc, je suis jugé en permanence, mais quasiment. En tout cas, je suis regardé en permanence. J'avais fait une formation sur le leadership qui utilisait cette idée de l'ombre qui vous suit derrière vous et finalement qui est souvent plus visible que vous-même. C'est the shadow of the leader. En fait, cette image que l'on donne de soi est absolument fondamentale. Et qui plus est dans une crise. Donc, dans une crise, quand le bateau tangue, on compte sur le capitaine. Voilà. Et donc le capitaine, il faut qu'il soit présent, il faut qu'il sache de quoi il parle, il faut qu'il soit bien informé, il faut qu'il sache prendre des décisions, et il faut qu'il fasse avancer le bateau dans la tempête. Et du coup, on adapte aussi son style de management. On repasse d'un temps plus long à un temps plus court, parce qu'il faut gérer l'immédiat. Donc, il y a cette idée d'immédiateté et de décision à prendre. On accepte encore plus, je crois, de faire des erreurs, parce qu'à un moment, il faut savoir trancher. D'accord ? Est-ce que demain, j'ouvre les campus ou pas ? Je ne vais pas attendre 3 semaines avant de prendre la décision de savoir si j'ouvre les campus ou pas. À un moment, il faut décider. Voilà. Et c'est compliqué quand autour de vous, ça décide à droite, à gauche, c'est pas clair. Typiquement, l'ouverture des campus, le gouvernement vous dit quelque chose un jour, le surlendemain, il vous dit autre chose, et puis le lundi d'après, il vous dit encore autre chose. Donc, il faut savoir s'adapter, faire preuve d'énormément d'agilité, mais à un moment, il faut trancher. Et puis, beaucoup communiquer à ses équipes, évidemment, mais pour tout leader, à ses clients, ou chez Kedge, à mes étudiants. Donc, j'ai essayé de le faire, en tout cas beaucoup en fin d'année. Maintenant, ça s'est un peu dilué, et puis les programmes ont pris le relais, et les équipes, en particulier, par exemple, les student office prennent le relais. Et puis, il faut savoir être informé. Et donc, être informé, ça veut dire mettre en place les bons relais pour que l'information vous remonte sans filtre, quitte même à ce que de temps en temps, vous bypassez certains niveaux de l'organisation pour aller directement au contact et comprendre directement ce qui se passe. Parce que finalement, vous vous nourrissez de cette information pour prendre les décisions. Voilà. Et puis après, il faut savoir avoir les reins solides, bosser beaucoup. Donc donner de l'énergie, tenir. Moi j'ai une capacité de travail qui est assez importante et puis j'ai une grande chance, c'est que je dors très bien. Mais c'est important parce que je crois que la forme physique, moi je suis en forme, j'ai pas de soucis, mais la forme physique et la fatigue sont des vrais sujets pour un
leader, le patron d'une organisation, il bosse 12 heures par jour. Hein. Et puis, si je vous le souhaite, demain, si vous êtes ou entrepreneur parce que vous montez votre boîte, ou appelé à être en responsabilité dans une organisation, vous bosserez intensément. Et ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est 8h du mat, 8h du soir, enfin, c'est même plus que ça. Hein. Et il faut savoir maintenir un bon équilibre pour être en forme. Moi, j'ai cette chance, c'est que je dors très bien. Voilà. Donc, je peux me coucher très tard. Je peux ne dormir que 4-5 heures par nuit, mais c'est intense en fait. J'ai pas de sujet. Mais c'est important, parce que le matin, il faut être en forme. C'est ça. Voilà, et repartir à la bataille. Donc, si on n'est pas en forme, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir faire un break. Il faut savoir dire non. C'est important aussi, il faut savoir dire non. C'est-à-dire qu'on peut vite se faire submerger quand on est aux responsabilités. Par des demandes à droite, à gauche, des rendez-vous, pas des rendez-vous, etc. Il faut savoir faire le tri. Voilà. Et on ne focalise que sur période de crise, hein, que sur ce qui est important et ce qui a un impact immédiat. Moins chez Kedge aujourd'hui, parce qu'encore une fois, je pense qu'on passe cette crise, elle est compliquée à vivre, parce que le distanciel pour les étudiants c'est compliqué, parce que pour les profs c'est compliqué, et parce que pour nos collaborateurs de ne pas se voir c'est compliqué, mais on n'a pas de sujet de chiffre d'affaires, on n'a pas de sujet d'activité qui baisse, on n'a pas de sujet... et on a tous nos coûts qui sont encore là. Donc quand j'étais chez Hertz, du jour au lendemain, c'était 80% d'activité en moins. Hein. C'est ça. Et là, voilà, faut réagir et savoir faire preuve d'une absolue agilité, savoir trancher et prendre des décisions. Voilà. Parce qu'à un moment, vous êtes aussi en responsabilité de l'organisation et des personnes qui font cette organisation. Et quand vous avez 1300 collaborateurs, un chiffre d'affaires qui baisse du jour au lendemain de 80%, et ça dure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires est toujours de 60%. On baisse par rapport à l'an dernier, à la même date. On arrive maintenant presque à l'anniversaire. Et donc, vous mettez de côté tout le reste. Tout ce qui n'est pas immédiat pour sauver, finalement, une organisation, vous le laissez de côté. Et donc, tous les projets qui pouvaient exister chez Hertz, ils ont été mis en stand-by, voire arrêtés, pour passer finalement 100% de son temps à gérer une situation qui était absolument improbable. Mot de la fin pour les futurs leaders de Kedge. C'est hyper excitant. Non, franchement, moi je vis mes meilleures années en ce moment. C'est-à-dire que j'ai un enrichissement personnel, d'abord. C'est un peu égoïste, mais je crois qu'à un moment, il faut savoir être égoïste dans sa vie. Je m'amuse comme un fou avec ces nouvelles responsabilités. Donc, d'abord, le métier et cette industrie est passionnante. Se dire qu'on est là pour le développement et l'enrichissement personnel des étudiants qui demain seront nos leaders, c'est juste une mission formidable. Mais d'être patron, il y a cette responsabilité, on le sent. Alors moi, je ne suis pas trop stressé de nature et j'aime ce que je fais. Donc je ne vais jamais travailler avec la boule au ventre. Ça ne m'est jamais arrivé. Néanmoins, il y a cette espèce de feeling important, en anglais c'est in the guts, on sent dans ses tripes vraiment quelque chose de passionnant et un métier passionnant. Et quand on est aux responsabilités, quand on a des collaborateurs, des projets, des étudiants à gérer et qu'on en est responsable, c'est une mission extraordinaire, c'est passionnant. Franchement, moi j'espère pour vous tous que vous serez patron d'une organisation. Grosse, pas grosse, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas d'être patron du CAC 40, c'est de sentir cette responsabilité fondamentale que d'être le leader et d'accompagner, d'emmener, je vous le disais tout à l'heure, l'ensemble de ces équipes. Voilà, je vous souhaite de vivre ça parce que c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour justement être un bon leader? D'être patient. C'est-à-dire que ne pas se dire qu'en sortant de l'école, on devient un manager, mais d'avoir de l'ambition. Ça, je le dis très souvent aux personnes que j'ai recrutées, aux personnes que je vois, aux étudiants que je croise. Soyez ambitieux. C'est-à-dire, sachez ce que vous voulez faire au prochain coup et celui d'après. Moi, j'ai toujours à peu près su ce que je voulais faire à 3 ans. Et être ambitieux, c'est une chose, le faire savoir, c'en est une autre. Et il faut le faire savoir. C'est-à-dire que si vous ne vous faites pas connaître dans une organisation,
parce que vous démontrez, parce que vous valez et parce que vous faites de différent des autres. Toujours savoir s'individualiser ou se différencier des autres finalement. Si vous ne vous faites pas connaître, personne ne viendra vous chercher. Ne croyez pas une seconde que c'est parce qu'il y a 200 personnes dans un département ressources humaines qui vont s'occuper de vous. Non, mais il faut se prendre en main. Et donc, ce que je peux conseiller à tout jeune qui sort de l'école, c'est d'être patient parce que vous ne serez pas manager la première ou la deuxième année, mais de rapidement faire savoir ce que vous valez, ce que vous voulez, et puis démontrer de l'ambition. Créez votre réseau interne. Dans toute organisation que vous avez, créez votre réseau interne, au-delà même de vos collaborateurs directs et de vos managers. Croisez les réseaux. Si vous rentrez dans un département contrôle de gestion, créez votre réseau au sein du département commercial et puis marketing. Parce que souvent, c'est là où ça se passe dans les organisations aussi. Faites-vous connaître et faites connaître vos ambitions. C'est absolument fondamental.